Les sondages ressortissent à la méthode inductive, à l'inférence statistique, à partir des observations effectuées sur un échantillon tiré d'une population déterminée. Le chargé d'étude induit les caractéristiques de la population tout entière. On n'abordera pas ici les considérations purement statistiques, on se limitera aux aspects marketing. Les premières sont toutefois essentielles car elles conditionnent en grande partie la qualité des seconds, mais il n'en demeure pas moins que l'observateur marketing est confronté d'abord aux problèmes de coût, de fiabilité, de rapidité. C'est à cela que nous nous attacherons en priorité. Plusieurs étapes doivent être distinguées. La première consiste à préparer le sondage à la deuxième à définir l'échantillon, la troisième à élaborer le questionnaire, la quatrième à l'administrer, la cinquième à dépouiller puis à analyser les résultats. Nous envisagerons successivement ces différentes phases. 1. La préparation de l'enquête. Cette étape est importante car elle découle de la réussite ou de l'échec du sondage. Avant tout, il convient de définir avec précision l'objet même de l'étude. À cet égard, les responsables de sociétés d'études se plaignent de voir trop souvent pénétrer dans leurs bureaux les directeurs de vente ou des directeurs généraux qui leur posent une seule question: pourquoi notre chiffre d'affaires diminue-t-il? Des interrogations assez générales conduisent directement au sondage alibi, à l'étude manquée. Bien au contraire, le demandeur doit analyser le problème posé: introduction d'un nouveau produit, politique de prime à l'ajuster, réseau de distribution à restaurer, etc. Puis établir une liste des informations utiles et d'opérations. Après avoir pris l'élémentaire précaution de chercher si les informations sont disponibles. Par ailleurs, la source d'informations documentaires, le donneur d'ordre, aidé en cela par le responsable de l'étude dans la société d'études, s'il est fait appel à une société spécialisée. Définir les informations souhaitées, mais en prenant bien en garde que celles-ci soient utiles. Une information inutile coûte aussi cher qu'une information utile et n'apporte rien. Et opération, les informations recueillies doivent être mesurables, elles doivent permettre d'agir, de prendre des décisions. Dans le même ordre d'idées, des résultats possibles, ou tout au moins la grille d'analyse des résultats doivent être prévus. L'oubli d'un critère est essentiel peut réduire à néant la qualité d'un sondage, car il n'est alors plus possible de croiser les réponses pour déterminer les regroupements significatifs et calculer des moyennes pertinentes. Il est souvent indispensable de tester l'enquête elle-même en procédant à une étude préliminaire pour déterminer si l'objet est bien saisi par la population cible, si des incidences importantes n'ont pas été oubliées. Par exemple, il serait maladroit de prévoir un doublement des ventes en 2 ans, alors que le responsable de la production estime ne pas pouvoir répondre à cette augmentation. C'est la période au cours de laquelle la qualité des rapports entre la société d'études et l'entreprise joue un grand rôle. La volonté de masquer certaines informations ou de ne pas diffuser dans l'entreprise les premières notes sur l'enquête serait lourde de conséquences. C'est ici qu'intervient le bref client, rencontre entre l'annonceur et la société d'études au cours de laquelle seront abordés le cadre général de l'étude, les objectifs à atteindre, les méthodes utilisées, le nombre de questionnaires, le délai de remise des conclusions, etc. Ce bref est le pivot de l'activité de tout chargé d'études et le passage obligatoire redouté par les jeunes adjoints. Dans une situation donnée, tous les sondages ne sont pas également possibles. Deux considérations sont prioritaires à ce stade. Le budget. Selon la somme allouée par l'entreprise, il sera envisageable de procéder à un sondage lourd ou au contraire à une lourde étude. Le délai. La date impérative de remise des résultats commande la nature du sondage à effectuer. 2. La constitution de l'échantillon. Dès que l'objet de l'enquête a été défini, il est possible de constituer l'échantillon
Deux étapes distinctes doivent être respectées. D'abord la détermination de la base du sondage, ensuite le choix de l'échantillon proprement dit. La base de sondage. La détermination de la population mère à partir de laquelle va être choisi l'échantillon est une entreprise très délicate. La base de sondage correspond à la population que l'on veut étudier si l'enquête doit porter sur les motivations des acheteurs potentiels de micro-ordinateurs personnels. L'échantillon ne peut être dégagé de l'ensemble de la population, mais de la seule clientèle en puissance. Toute la difficulté réside dans la définition de cette clientèle potentielle. Il n'existe aucune liste des Français répondant aux 3 critères indiqués. La solution consiste à utiliser une liste nominative. Nous verrons plus loin que ce n'est vrai que pour les sondages probabilistes. La plus proche possible de cette clientèle pour se faire un fichier et d'acheter à une entreprise spécialisée. Le plus souvent, ces sociétés sont des émanations des magazines qui possèdent, grâce à leurs fichiers d'abonnement de liste, si la clientèle visée est plus large, des listes telles que celles des abonnés au téléphone, des électeurs, des abonnés EDF-GDF peut être utilisée. Une erreur commise lors de la détermination de la base de sondage, c'est-à-dire l'existence d'un décalage entre la clientèle potentielle visée et la population mère du sondage, peut entraîner un biais. Le cas le plus célèbre est sans doute celui de l'élection à la présidence des États-Unis en 1936. Un institut avait prédit l'élection du candidat républicain alors que le démocrate Roosevelt fut élu. L'échantillon avait été déterminé non pas à partir de la liste des électeurs, mais à partir de la liste des abonnés au téléphone. Or, les possesseurs de téléphones ordinairement plus aisés votaient plutôt républicain, alors que les non-abonnés moins aisés votaient de préférence démocrate. Les erreurs commises sur la base de sondages, qui ne correspondent alors pas exactement à la clientèle cible, sont d'autant plus dommageables qu'elles passent inaperçues. Une représentation sous la forme d'une figure nous aidera. Le cercle représente la base du sondage, le carré la clientèle cible. Tout échantillon prélevé à partir du cercle peut ou non être répréhensible à la population cible. Hypothèse 1. Le comportement des individus appartenant au cercle est voisin de celui des individus appartenant au carré, et alors le sondage est excellent. Hypothèse 2. Les comportements des deux sous-populations est sensiblement différent et les résultats sont erronés. Le seul moyen pour déterminer l'hypothèse vraie est de procéder à une contre-enquête auprès de la population cible. L'institut cité plus haut aurait dû pratiquer un bref sondage en sortie d'urne auprès de quelques centaines de votants. Les méthodes d'échantillonnage. Lorsque la population est définie, l'échantillon peut alors être constitué. Deux familles de méthodes de constitution peuvent être envisagées: les méthodes probabilistes et les méthodes non probabilistes. Elles consistent à choisir au hasard certains éléments de la population de base. Chaque élément a été préalablement numéroté et les numéros sont tirés au sort. Si les éléments ont, à l'origine, exactement la même chance d'être choisis, ce procédé est plus rigoureux. Les plus scientifiques, la marge d'erreur est définie avec précision. L'observateur sait quel est l'intervalle de confiance dans lequel se situent les résultats. La taille de l'échantillon dépend de 3 facteurs. La précision désirée, la taille requise augmente avec le carré de la précision voulue. L'homogénéité de la population. Pour sonder une population parfaitement homogène, il suffit d'interroger une seule personne. La sécurité de la représentativité de l'échantillon. La sécurité augmente avec la taille de l'échantillon. Des abacs permettent aussi de calculer la taille d'un échantillon à partir d'une précision souhaitée.
ou au contraire, de définir un intervalle de confiance des résultats en fonction d'une taille donnée en échantillon. Pour une sécurité de 95%, toujours retenue en marketing, la formule de calcul est la suivante. N, taille de l'échantillon, P, proposition observée dans l'échantillon, Q1 moins P. En pratique, les contraintes de budget et de délai, de même que les possibilités de redressement des résultats à partir de sous-échantillons, font que le chargé d'étude ajuste toutes les variables dans une même démarche. Le hasard dans la pratique ne se laisse approcher avec les plus extrêmes difficultés. Les listes nominatives sont corrélées par exemple avec les nationalités. Telle première lettre du nom patronymique se rencontre plus fréquemment dans tel pays. Au sein des sondages probabilistes, deux sous-familles peuvent à nouveau être distinguées. Les sondages tirés directement à partir de la population de base. Ce sont les sondages dits systématiques qui sont onéreux car les éléments de l'échantillon ont toutes les chances d'être dispersés sur le plan géographique et il s'ensuit que le recueil des informations coûte cher. Les sondages qui ne sont pas issus directement de la population de base, ce sont par exemple les sondages en grappes et les sondages stratifiés. Pour les premiers, on définit des grappes, villes, immeubles, familles, etc. On tire au sort une grappe de chaque niveau et on enquête systématiquement auprès de l'ensemble de la grappe. Dans les seconds, on divise la population en strates homogènes, par âge, catégories socio-professionnelles, habitat, etc. Et on constitue au hasard l'échantillon dans chaque strate. Ces sondages sont au moins chers que les sondages systématiques car ils sont par définition plus concentrés sur le plan géographique, mais ils présentent un risque en contrepartie. Si un biais s'introduit dans la stratification ou dans la constitution des grappes, les résultats sont faussés. Par exemple, une strate peut être homogène selon l'âge, la catégorie socio-professionnelle et l'habitat, mais ne pas être selon la taille de la famille. Ces sondages sont souvent définis comme étant quasi aléatoires. Le hasard n'intervient plus, l'échantillon est constitué d'après un choix raisonné, un plan de sondage est établi. Ces sondages sont les moins onéreux, mais les marques d'erreur ne peuvent plus être définies avec rigueur. On parle de sondage empirique, de sondage non scientifique. Là encore, l'échantillon peut ne pas être tiré directement de la population de base. C'est souvent le cas. On pratique une stratification par région et catégorie d'agglomération, et les enquêteurs construisent leurs échantillons au sein de chaque strate identifiée. Un échantillon défini par la méthode des quotas est représentatif de la population mère selon les critères qui ont été choisis. Il est proportionnel à la population. Il s'agit d'un autre exemple de quota dit à la marge, mais si en plus nous voulons respecter les proportions de chacune des sous-catégories, encore convient-il d'avoir l'information. On peut naturellement recourir à des quotas dits croisés, ici 18 cases, ou sous-univers dont on définit le volume. Cette méthode est plus rigoureuse mais renforce aussi les difficultés de l'enquête dont elle est plus onéreuse. Les enquêteurs munis du plan de sondage constituent eux-mêmes leurs échantillons. Ils doivent en prendre garde à ne pas laisser se remplir certaines cases au détriment d'autres, s'ils veulent éviter de se trouver confrontés en fin de sondage au difficile problème de trouver les individus permettant d'assurer le respect des quotas lorsque ces personnes sont peu nombreuses dans la population. Un patron de l'industrie et du commerce, femme de 20 à 30 ans par exemple. Cette difficulté est à l'origine des risques non négligeables de ce type de sondage. L'enquêteur, peinant à trouver les interviewés en fin de sondage, peut avoir tendance à modifier
de lui-même une caractéristique du répondant et, dans notre exemple, a falsifié l'âge d'une femme, patron de l'industrie ayant 40 ans et non pas entre 30 et 20, ou bien encore l'enquêteur peut se laisser aller, l'habitude aidant à s'adresser toujours à la même série de personnes. Leurs caractéristiques sont connues de l'enquêteur, ils acceptent de répondre, une certaine relation amicale peut se nouer avec l'enquêteur. On assiste dans ce cas à un phénomène de panélisation qui peut être source de biais à force d'être questionnés. Les répondants modifient leurs attitudes. La charte professionnelle des instituts interdit d'enquêter 2 fois de suite auprès de la même personne à moins d'1 an d'intervalle. Les sociétés d'études procèdent à des vérifications. Le problème majeur des quotas tient à l'existence d'éventuels d'un lien passé inaperçu entre un critère non pris en compte et les réponses possibles. En effet, l'échantillon est représentatif de la population pour ce qui est des critères choisis, mais il n'a aucune raison de l'être pour d'autres critères. En pratique, l'ordinateur édite des feuilles telles que dans l'exemple ci-contre. L'enquêteur doit interviewer 16 personnes. Après chaque entretien, il coche les étoiles correspondantes. Dans notre exemple, il a déjà rencontré 3 personnes. Si en reprenant notre exemple, un critère d'achat important est oublié, et la taille de la famille, et si la clientèle visée se trouve être à 70% des familles de 3 enfants et plus est à 30% des familles plus réduites, deux situations peuvent alors se présenter. L'échantillon comporte moins de 700 grandes familles et les désirs d'achat seront sous-évalués. L'analyse qui n'aurait pas inclus la taille de la famille parmi les quotas retenus ne disposerait d'aucun moyen pour déterminer dans quelle situation il se trouve. En conséquence, un plan de sondage, c'est-à-dire des quotas, n'est valable que pour un produit ou une catégorie de produits. Tous les critères susceptibles d'influencer les réponses doivent figurer parmi les quotas. De grossières erreurs de ce type expliquent d'amères désillusions, par exemple l'utilisation d'un plan de sondage de produits d'entretien pour un sondage politique. En dépit de ces risques et des échecs observés dans la pratique, cette méthode est très largement utilisée, et ceci pour la double bonne raison suivante. Alors, les quotas pertinents pour l'immense majorité des produits sont toujours les mêmes: sexe, âge, CSP de la personne ou du ménage, situation familiale, habitat. Si des quotas ne sont pas respectés, on peut redresser les résultats, c'est-à-dire leur faire subir une sorte de règle de 3 majorant le poids des individus sous-représentés et minorant l'importance de ceux qui ont surreprésenté. La pratique des redressements est sur le terrain très courante. On sait au départ que certaines catégories seront difficiles d'accès. On prend alors la décision de limiter volontairement le nombre d'enquêtés dans ces groupes et de pratiquer ensuite les redressements nécessaires pour que, au final, les populations soient respectées. Ce procédé permet de constituer un échantillon lorsque l'enquêteur dispose d'un quartier ou d'une ville comme base de sondage. Si un plan n'est pas établi à l'avance, certains appartements risquent d'être systématiquement délaissés, étages élevés sans ascenseur, arrière-cour, etc. Pour se prémunir contre ce danger, on fixe à l'avance un itinéraire. En partant d'un endroit déterminé, le premier appartement enquêté sera situé au premier étage à droite de la première maison, première rue à droite. Le second sera celui-ci du deuxième étage, gauche de la 7e maison de la même rue, etc. Il s'agit donc d'un guide interdisant à l'enquêteur de se laisser influencer par des éléments extérieurs dans le choix des personnes interviewées. Échantillon de convenance.
Lorsque les conditions d'enquête sont difficiles, l'impossibilité de joindre certaines personnes lorsque la population est rare, lorsque le temps presse, il est envisageable de recourir à un échantillon de convenance. Collecte au gré des efforts et des capacités de l'enquêteur, la rigueur scientifique est naturellement entachée et les traitements statistiques ainsi que l'analyse doivent être menés en conséquence. Nous sommes ici plus dans le cadre de simples enquêtes que de véritables sondages. Toutefois, la possibilité de redresser l'échantillon obtenu en fonction des proportions sur des critères connus permet d'améliorer la qualité du sondage. 3. L'élaboration des questionnaires. L'étape suivante était entièrement consacrée à l'élaboration du questionnaire. L'opération peut être longue et parsemée d'embûches. En pratique, tout dépend de l'objet de l'enquête. Si celle-ci porte sur des faits, les questions seront relativement faciles à formuler. En revanche, si l'enquête tente de cerner les intentions ou des opinions, la forme des questions sera étudiée avec beaucoup plus de grande attention. Il arrive que le répondant introduise des biais dans ses réponses, ou bien volontairement. Souci le répondant introduise des biais de réponse, ou bien volontairement. Souci de masquer son attitude, de ne pas révéler une intention, de minorer une consommation, etc. Ou bien involontairement, manque d'informations pour répondre, réponse hésitante, etc. Pour éviter ces inconvénients, les questions posées doivent répondre à une série de caractéristiques bien définies. Elles doivent être facilement compréhensibles. Un risque majeur est de négliger de transporter une question du langage de l'entreprise dans le langage du consommateur, même si le domaine de l'enquête est très technique. Chaque question doit être formulée dans un langage accessible aux consommateurs. Ainsi, on parlera de chevaux fiscaux et non de chevaux réels pour une voiture de pellicule et non de surface sensible en photographie. Stimulante, la question doit porter en elle-même une incitation à la réponse. C'est particulièrement vrai pour les questionnaires envoyés par la poste. Le taux de réponse en dépend. Précise ceci pour susciter des réponses fiables et pour permettre un bon traitement des résultats. Une question appelant des interprétations multiples et à bannir car elle n'autorise pas une analyse objective des résultats. Deux catégories de questions peuvent être posées, des questions fermées et des questions ouvertes. Les questions fermées, ce sont les questions qui offrent le choix entre un nombre limité de réponses. Par exemple, allez-vous au cinéma plus d'une fois par semaine ou par mois? Regardez-vous la télévision? La question peut porter sur une échelle d'attitude, comme les vacances à la mer sont plus reposantes que les vacances à la montagne. Êtes-vous par rapport à cette opinion? La question peut faire appel à un classement. Voici 5 options sur la nouvelle lessive Amax. Classez-les du tout à fait d'accord à pas du tout d'accord. Pour les études d'images de marque, on fait volontiers appel à des systèmes de notation, autorisant ainsi l'exploitation plus précise. Par exemple, quelle note de 0 à 10 donneriez-vous à la Golf de Volkswagen pour sa nervosité? 0 si vous l'estimez peu nerveuse, 10 si vous l'estimez très nerveuse. Les questions fermées présentent l'avantage d'autoriser une codification facile et donc un dépouillement simple et onéreux. En contrepartie, elles masquent fréquemment les biais. Une réponse possible a été oubliée dans les propositions où la réponse autre est peu utilisée et procure de ce fait une information relativement pauvre. Maintenant, quant aux questions ouvertes, elles laissent un répondant une certaine liberté pour formuler ses réponses. Elles sont vos habitudes de fréquentation du cinéma. Où prenez-vous vos vacances? Que pensez-vous de la nouvelle lessive Amax? L'analyse des réponses est ici infiniment plus difficile. Il n'est plus possible de les coder
sinon en les interprétant à l'intérieur d'une grille, mais l'information obtenue est plus riche, des éléments auxquels l'enquêteur ne pensait pas, a priori apparaissent. Dans cette pratique, une enquête peut fort bien recourir aux deux types de questions. Certaines factuelles sont fermées, d'autres, pourtant davantage sur des intentions, sont ouvertes. Des questions ouvertes sont utilisées lors de la pré-enquête pour définir les questions fermées qui seront ensuite posées lors de l'enquête proprement dite. Les différentes questions ne doivent pas être représentées au hasard. Un ordre précis doit être respecté. Cet ordonnancement est plus ou moins important selon la méthode de collecte des réponses qui est utilisée. Plus le répondant est livré à lui-même, enquête par correspondance, plus un certain ordre est nécessaire. Le responsable de l'étude doit être attentif à quelques contraintes. Les premières questions doivent être des questions amorces, simples et portant sur des éléments bien connus du répondant. Cette série de questions a pour but essentiel de familiariser le répondant avec le questionnaire, de lui faire prendre l'habitude du graphisme, du sens des questions, etc. Lors des enquêtes par interview, elles permettent aussi au répondant pris au dépourvu de chasser de son esprit d'autres préoccupations pour se consacrer exclusivement à l'enquête. C'est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit d'enquêter dans les entreprises. Les répondants interrogés entre deux rendez-vous, coups de téléphone et appels de secrétaire ont parfois de la peine à accepter le début de l'enquête. Une bonne question de départ consiste alors à faire raconter en quelques minutes l'itinéraire professionnel de l'interviewé ou l'historique de l'entreprise. Les réponses fournies sont de peu d'importance, mais elles établissent un climat de confiance entre l'enquêteur et l'enquêté. Les questions embarrassantes pour l'enquêté, revenus, intimité, opinion politique, doivent être posées en fin d'enquête, lorsque le contact a été bien établi. Si le répondant est heurté au point qu'il souhaite ne plus poursuivre l'entretien, le début du questionnaire demeure utilisable. Des questions filtres sont placées à plusieurs endroits du questionnaire pour tester la sincérité des réponses. Par exemple, des questions sur l'exposition des médias sont regroupées avec des questions portant sur certaines émissions télévisées ou sur le contenu d'articles de magazines. Après, le questionnaire a été élaboré et doit être testé auprès de l'échantillon réduit, et c'est seulement lorsque la qualité du questionnaire et l'absence d'ambiguïté des questions sont certaines que l'enquêté est lancé sur une échelle de plus grande dimension. La collecte des réponses, la collecte des informations incite logiquement à agir sous la forme d'une interrogation d'un groupe de personnes. C'est ce que nous verrons ci-après. Mais il convient de s'arrêter un instant sur les autres modes de collecte de l'information que l'observation et l'expérimentation. L'observation, comme son nom l'indique, consiste à observer le comportement d'un consommateur, soit à son insu, soit en l'informant, soit dans une situation réelle d'achat, soit dans une situation de laboratoire. L'enquêteur apprend alors 1000 choses sans le moindre biais dû à l'interrogation. Par exemple, une caméra cachée dans une grande surface en apprend bien davantage sur le comportement des acheteurs que des milliers de questionnaires administrés patiemment. Au surplus, cette méthode est indispensable pour les individus qui ne s'exprimeraient qu'avec peine, des enfants devant des jouets, ou pas du tout. On fait le test de l'EQL pour mesurer l'attrait des pet foods auprès des animaux. L'expérimentation consiste à faire varier volontairement une variable commerciale et à mesurer le résultat de ce changement sur les ventes par exemple. La méthode est délicate car pour que le résultat soit fiable, tous les autres paramètres commerciaux doivent être maintenus constants. C'est dans ce cadre que l'on recourt à la méthode des plans d'expérience pour tester différentes valeurs d'une variable dans des terrains différents. Par exemple,
plusieurs longueurs de linéaires attribuées à un produit dans plusieurs hypermarchés. Deux familles de méthodes sont des médias peuvent être utilisés pour recueillir les informations lors d'un sondage. On suppose ainsi les enquêtes par correspondance et les enquêtes par interview. Le choix de l'une ou l'autre méthode dépend de nombreux facteurs, mais en toute hypothèse, la technique utilisée doit répondre à des contraintes. Des contraintes de coût, de budget attribuées à l'enquête ne permettent pas nécessairement de recourir à n'importe quelle méthode. De fiabilité selon l'objet de l'enquête, fait, opinion, intention. Une méthode peut être préférée à une autre selon la population visée. Un média peut être écarté. Toute population ne possède pas de téléphone. Les enquêtes par correspondance. Si les entreprises enquêtrices disposent d'un fichier nominatif, elles adressent les questionnaires par voie postale aux membres de l'échantillon. Dans le cas contraire, les questionnaires sont simplement déposés dans la boîte aux lettres. En raison de l'absence de contact entre enquêteurs et enquêtés, le questionnaire doit être d'une grande qualité. Présentation, rédaction des questions, emplacement pour les réponses, etc. Une lettre explicative accompagne le questionnaire. Elle expose l'origine de l'enquête, son objet et son utilité. La plupart du temps, il est préférable de faire appel au sens civique des enquêtés plutôt qu'à un souci lucratif pour accroître le taux de réponse. La signature d'un institut connu ou de tout organisme à but social ou économique très général sera recherchée. Une enveloppe timbrée pour les réponses permet d'éliminer toute réponse pour toute dépense pour le répondant. Une animation de type point, loterie ou cadeau ponctuel peut soutenir la participation à une rémunération directe et à proscrire. Le principal avantage des enquêtes postales tient à la qualité des réponses, à leur sincérité. L'enquêté ne peut être influencé par l'enquêteur. Il dispose de tout le temps nécessaire pour ajuster ses réponses. Il peut procéder à une recherche d'informations avant de répondre. L'anonymat assure une protection relative contre les réponses biaisées. Le questionnaire peut être d'une assez grande ampleur. Il est rempli par l'enquêté lorsque celui-ci le désire, pour une durée qu'il fixe librement. Les mêmes frais de timbrage permettent de couvrir l'ensemble du territoire français. Il est possible d'envoyer les questionnaires à un échantillon géographiquement dispersé, ce qui garantit la qualité de la représentativité. L'enquête postale est la technique d'étude la plus économique pour les produits à faible pénétration ou à rotation lente. Plus la cible est étroite, plus le coût au contact utile est faible. Il est important de faire la différence entre les bases de sondage constituées qui font l'objet de recrutement et d'une maintenance spécifique et d'autres types de fichiers qui peuvent être consultés, mais sans acceptation préalable des personnes qui les constituent. De ce fait, les taux de réponse peuvent être très variables. Sur Metascope, l'Access Panel de TNSoft, le taux de réponse est de 75%. Sur les autres Access Panels, consultés de façon moins régulière, le taux de réponse se situe entre 50 et 70%. En revanche, pour des enquêtes postales réalisées à partir de mégabases ou de fichiers clients, les taux de réponse peuvent être très faibles, de l'ordre de quelques pourcentages. Le niveau de taux de réponse a deux conséquences. La première, la gestion statistique de répondants par rapport à la structure de référence, si la notion de représentativité est importante, ce qui implique une grande finesse des redressements. 2. Le calcul du coût final au contact utile en raison de l'impact économique de la déperdition entre les effectifs de départ et les effectifs utiles à l'analyse. L'enquête par voie postale suppose une bonne maîtrise de la conception des questionnaires. Ceux-ci doivent être construits de façon rigoureuse et logique, avec des instructions précises et un libellé de questions compréhensives et univoques. De la qualité du questionnaire dépend une grande part de la qualité des réponses et donc de l'étude. De même que certaines personnes n'ouvrent jamais leurs portes à un enquêteur ou que certains foyers sont sur liste rouge, il existe un biais relatif lié au fait qu'il faut répondre à une étude par voie postale.
et il n'est pas toujours possible de corriger ce biais par leur simple redressement sur des critères socio-démographiques classiques. Il est donc important, en fonction du sujet abordé, de prendre en compte des résultats des éléments spécifiques complémentaires pour en minimiser l'effet dans la lecture des résultats. Par exemple, cerner un indice de mobilité pour les études ayant trait au déplacement, prendre en compte la possession de certains biens d'équipement pour appréhender le niveau de vie, etc. Il est aussi possible de pallier certaines distorsions structurales gênantes en constituant des suréchantillons sur les populations déficitaires ou en associant éventuellement différentes techniques de recueil pour toucher des cibles mal appréhendées par l'approche postale. Un contact direct est établi par l'enquêteur entre l'enquêteur et l'enquêté, donc le rôle des enquêteurs devient majeur et c'est pourquoi ceux-ci doivent être recrutés avec la plus grande attention. L'enquêteur est actif, il pourra orienter les réponses et doit par conséquent tenter de demeurer neutre. Les qualités recherchées chez les enquêteurs sont l'allure extérieure pour se faire accepter, la faculté d'empathie, c'est-à-dire le don de se mettre à la place de l'autre, la conscience professionnelle. Les lieux d'interview sont divers. À domicile, il est alors difficile d'apparaître comme un réel enquêteur et non pas comme un vendeur. L'intimité en renforce la sincérité des réponses. Dans la rue, enquête très brève pour ne pas emporter les interviewés risque de non-représentativité. Sur les lieux d'achat, il faut l'accord du magasin. L'agitation ambiante nuit à la qualité des réponses. En unité mobile, c'est-à-dire dans un endroit clos installé près des lieux d'achat, on combine ainsi les avantages du domicile et des lieux d'achat sans en rencontrer les inconvénients. L'enquête par téléphone est une enquête par interview et un peu particulière. Un lien direct existe entre l'enquêteur et l'enquêté, mais ce lien est très atténué toutefois. Le coût de ces interviews est très réduit, leur capacité et leur souplesse font qu'elles connaissent aujourd'hui un engouement évident. L'avantage tient de la plus grande quantité des réponses que dans les autres types d'enquêtes précédemment présentées. L'enquêteur peut mentionner les hésitations, les commentaires, les initiatives du répondant. Le questionnaire est infiniment plus vivant et fournit de plus amples informations. Toutes les questions qui réclament impérativement un contact avec l'enquêté peuvent être posées. Elles portent sur des couleurs, des parfums, des sons, des conditionnements, etc. De façon générale, il est beaucoup plus commode de faire exprimer les gens par la parole que par l'écrit. Le recours à la saisie électronique se généralise. Computer Assisted Telephone Interview pour la téléphone, Computer Assisted Personal Interview pour le face-to-face, Computer Assisted Web Interview. TNSoft a équipé ses 450 enquêteurs d'un CAPI évolué qui leur assure la fiabilité et rendement. En outre, il s'agit d'un CAPI multimédia qui permet de faire visionner des films, d'écouter des messages audio ou radio, etc. directement depuis le micro de l'enquêteur. Un premier inconvénient est la contrepartie directe de l'élément précédent. La présence de l'enquêteur peut influencer le répondant. Celui-ci, pour faire plaisir à l'enquêteur, surévalue ses réponses positives et minore ses réponses négatives. Un second inconvénient tient à la fraude possible. Elle peut être partielle ou totale. Les seuls moyens de limiter cet inconvénient sont un recrutement judicieux des enquêteurs, la mise en place de contrôles sévères, l'élimination des questions qui sont gênantes pour l'enquêteur comme pour l'enquêté. Un autre élément de fraude, ou plus exactement de biais possible, réside dans le phénomène dit de panélisation. L'enquêteur habitué à trouver un bon accueil chez telle personne la sollicite, dès lors qu'elle entre dans un quota souhaité, et le répondant, à force d'être interrogé, modifie son comportement. Une entreprise importante telle TNsoft vérifie la qualité du terrain par une relecture systématique et intégrale de tous les questionnaires et un contrôle postal ou téléphonique de 30% des interviews.
Elle s'interdit d'enquêter trop régulièrement auprès d'une même personne. Les enquêtes par Internet. Internet permet de conduire les enquêtes peu coûteuses et dont les résultats sont rapidement obtenus. Les applications de cette méthode sont nombreuses: études des marchés, tests de produits, enquêtes de satisfaction, etc. Ces enquêtes s'adressent à un public encore limité. Il s'agit des personnes pour lesquelles on dispose d'une base de sondage, à savoir celles qui possèdent une adresse électronique. Cependant, on peut envisager l'emploi d'une méthode mixte d'administration des questionnaires par téléphone pour ceux qui n'ont pas d'email, par Internet pour les autres. L'envoi du questionnaire. Il peut se faire de diverses manières. La manière la plus simple consiste à adresser le questionnaire par mail. L'interviewé répond par le même canal, le dépouillement de l'enquête étant effectué manuellement par l'enquêteur. Dans d'autres cas, le questionnaire est relié à des programmes qui exécutent le traitement des réponses. Cette méthode est probablement promise à un grand avenir. La réponse, elle est comparable à celle donnée sur des questionnaires manuscrits. Toutefois, les taux de réponse électroniques semblent plus faibles que ceux obtenus par voie postale. De fait, il est nécessaire qu'une enquête soit facile à manier sur l'ordinateur par le répondant. Les relances sont aisément praticables et parviennent à garantir l'anonymat de la personne interrogée. Il convient de noter que l'emploi d'une technique de communication interactive oblige l'enquêteur à répondre aux questions éventuelles qu'à son tour lui posera l'enquêté. L'avenir des enquêtes.com, des études en ligne. Cette méthode d'étude se développe en B2B. Elle va suivre la même voie en B2C au fur et à mesure que les ménages seront plus nombreux à rejoindre le web et constitueront des échantillons plus larges de la population. Dans peu de temps, toutes les opérations de réponse et de traitement pourront être informatisées. Les résultats seront actualisés au fur et à mesure qu'augmentera le nombre de réponses. Les enquêteurs auront alors un accès direct et permanent à des résultats qui deviendront plus riches et plus fiables. Lorsque les questionnaires sont retournés, la première tâche consiste à procéder à une vérification simple, le traitement et l'analyse. Toutes les réponses ont-elles été fournies? Des réponses aberrantes sont-elles présentes? C'est à ce stade que sont éventuellement codées les questions ouvertes. Ensuite vient l'opération de saisie informatique. Au préalable, un programme a été élaboré. Il permet à l'opérateur de voir défiler sur l'écran les différentes questions. Enfin, le fichier comportant les questionnaires est édité. Il ne s'agit que du comptage du nombre de répondants ayant choisi chaque modalité de chaque question. L'analyse proprement dite peut commencer. De nombreux programmes de traitement et de sondage existent sur les marchés. Ils nécessitent des ordinateurs plus ou moins puissants. La plupart des programmes ajoutent sur chaque tableau de sortie des tests indiquant le caractère significatif ou non de l'analyse effectuée. Les résultats sont souvent envoyés sous forme électronique au client par la société d'études.